On a tous en tête ces moments de joie intenses, surtout dans le sport. Mais imaginez que la plus belle des victoires se transforme en quelques heures à peine en un véritable cauchemar. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Une histoire incroyable où le triomphe du foot sénégalais a viré au drame judiciaire et même diplomatique. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est à Rabat. Le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique des Nations 2025 contre le Maroc. C'est l'euphorie totale, la fête partout. Une victoire historique. Et puis, tout bascule. À peine le temps de célébrer que la joie se change en angoisse. 18 supporters sénégalais sont arrêtés. La douche froide. Et là, regardez ces chiffres. Le verdict tombe. Et c'est vraiment lourd, hein. On parle de peines qui vont jusqu'à 1 an de prison ferme. 1 an! Forcément, au Sénégal, c'est l'incompréhension totale. Ça a provoqué une véritable onde de choc, un sentiment profond d'injustice. Beaucoup de gens trouvent ça complètement disproportionné. Du coup, la grande question que tout le monde se pose maintenant, c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait? Face à un verdict pareil, que peut-on faire concrètement pour ramener ses supporters à la maison? C'est justement ça qu'on va essayer de démêler, de décortiquer ensemble. Ok, alors pour bien saisir tous les enjeux de cette affaire, je pense que le mieux, c'est de reprendre les choses dans l'ordre. Rembobinons un peu. Comment, en si peu de temps, on est passé de la fête à la prison? En fait, tout est allé très, très vite. On a la finale le 18 janvier, et à peine un mois après, le 19 février, bam, le verdict est là. Directement, les avocats ont fait appel, c'est la procédure logique, mais en même temps, une autre porte s'est ouverte, beaucoup plus discrète, la fameuse voie diplomatique. Mais au fait, concrètement, de quoi sont-ils accusés? Eh bien, les charges sont sérieuses, comme on peut le voir. Tout ça serait parti d'incidents après un pénalty accordé au Maroc en fin de match, un pénalty que beaucoup ont jugé, disons, litigieux. C'est cette tension sur le terrain qui a visiblement débordé et qui nous amène à la situation d'aujourd'hui. Alors, avec toute l'émotion que ça a suscité, il y a une idée qui est revenue en boucle partout sur les réseaux sociaux, dans les discussions, une sorte de solution miracle. Mais est-ce que c'est vraiment une option viable? On va creuser ça. Et cette idée, c'est l'extradition. On comprend très bien pourquoi les gens demandent ça. C'est normal, on a envie que ces compatriotes soient jugés ou au moins qu'ils purgent leur peine chez eux, au Sénégal. Sauf que, en droit international, ce n'est pas si simple, loin de là. Pour piger pourquoi l'extradition ici, c'est une fausse bonne idée, il suffit de lire la définition. Le point crucial, il est tout à la fin. Le crime doit avoir été commis sur le territoire du pays qui demande l'extradition. Et là, évidemment, ça ne colle pas du tout. Voilà, tout est résumé ici. C'est assez simple en fait. Le délit a eu lieu au Maroc. Il a été jugé par un tribunal marocain. En plus, on ne parle pas de terrorisme ou de grand banditisme qui sont les cas où l'extradition est parfois utilisée. Bref, l'extradition, dans ce cas précis, c'est juste pas le bon mécanisme juridique, c'est une impasse. D'ailleurs, cet expert en droit international le dit très bien, l'extradition, c'est une procédure vraiment lourde qu'on réserve pour des crimes très graves, pas pour des échauffourées après un match de foot. Ça confirme bien qu'il faut chercher la solution ailleurs. Bon, ok. Si on oublie l'extradition, c'est quoi la première vraie piste? La première étape concrète? Eh bien, elle est purement judiciaire. Ça se passe encore dans les tribunaux. La toute première chose à faire, c'est donc l'appel. Les avocats des supporters comptent là-dessus. Leur espoir, c'est que la cour d'appel se replonge dans le dossier et, qui sait, réduise les peines ou même annule la condamnation. Ils mousent apparemment sur des faiblesses dans le dossier initial ou dans la procédure. Maintenant, il y a une deuxième voie. Une voie beaucoup plus silencieuse, qui se joue loin des tribunaux, dans les coulisses du pouvoir. Et c'est sans doute celle qui a le plus de chances d'aboutir. Ici, la différence est super importante. D'un côté, on a l'extradition, qui est une sorte d'exigence légale, un peu frontale. De l'autre, on a ce qu'on appelle le transfèrement. Et là, on n'est plus dans le conflit. On est dans la coopération, dans un accord diplomatique. La nuance est énorme, et c'est ça qui change tout. Et si cette voie diplomatique est si prometteuse, c'est grâce à un atout majeur, les liens très très forts qui unissent le Sénégal et le Maroc. Ce n'est pas juste une relation cordiale, c'est bien plus profond que ça, c'est presque fraternel. C'est une histoire de coopération et de soutien qui dure depuis des décennies. Et c'est ça qui pourrait débloquer la situation bien plus efficacement qu'un bras de fer judiciaire. Bon, alors, si on met tout ça bout à bout, concrètement, qu'est-ce qui va probablement se passer? Quelle est l'issue la plus réaliste? En gros, sur le plan diplomatique, il y a deux grandes possibilités sur la table. La première, ce serait une grâce royale de la part du roi Mohamed VI. Ça, ce serait un geste très fort qui réglerait l'affaire d'un coup. L'autre option, c'est le transfèrement de peine, qui permettrait aux supporters de rentrer au Sénégal pour y purger le reste de leur condamnation.
Ce qui est sûr, c'est que du côté sénégalais, on nous assure que la mobilisation est totale, et ce, au plus haut sommet de l'État. Tout l'enjeu maintenant, c'est de faire jouer cette relation vraiment spéciale entre Dakar et Rabat pour trouver une sortie de crise. Finalement, cette histoire va bien au-delà du foot. Elle pose une question intéressante. Quand la passion d'un match de foot se cogne contre la rigidité du droit international, est-ce que c'est toujours la diplomatie, l'amitié entre les peuples qui a le dernier mot? C'est une bonne question à se poser, non?